C'est avec grand plaisir et émotion que je vous parle aujourd'hui. En effet, depuis pratiquement 35 ans, je travaille dans le milieu du handicap mental. Et un objectif qui est celui qu'on traite aujourd'hui me tient à cœur depuis certainement plus de 30 ans. Si je suis très heureuse que depuis quelques semaines maintenant, une première CMI s'est ouverte à Bruxelles, et très fière d'en être le psychiatre responsable, il n'en reste pas moins, ça a déjà été repris cet après-midi, qu'il faut que cette CMI puisse, en cas de décompensation, pouvoir s'appuyer sur une unité hospitalière, laquelle, à Bruxelles, n'existe pas. C'est dans ce contexte que je suis régulièrement appelée par des psychiatres, des généralistes travaillant en structure extra-hospitalière. C'est dans ce contexte également que je suis appelée par des patients, par des parents, des familles, des institutions, ou encore, et beaucoup plus fréquemment que vous ne pouvez l'imaginer, par des gardes psychiatriques d'hôpitaux généraux ou même d'hôpitaux universitaires. Mais où pouvons-nous hospitaliser ces patients? Cela a déjà été répété, je vais donc taper sur le clou. Il n'existe actuellement à Bruxelles aucune structure susceptible d'accueillir valablement ces patients, parce qu'aucune structure hospitalière n'a un personnel adéquatement formé. De plus, architecturellement parlant aussi, il n'y a pas de structure ayant la capacité d'accueillir, d'encadrer au sens strict ces patients. Alors, de temps à autre, j'arrive tout de même à hospitaliser un patient à Bruxelles, mais c'est toujours au détriment de la stabilisation, de la stabilité de l'unité qui voudrait bien l'accueillir. Parce que cette différence inquiète déjà tout un chacun et inquiète certainement plus les patients hospitalisés. De plus, la prise en charge ne sera pas adéquate, sera, comme l'a dit M. Glibert, anormalement longue, parce que le personnel n'a pas la formation adéquate. Alors, il existe heureusement des institutions hospitalières, des initiatives hospitalières situées en Flandre et en Wallonie qui exercent sur fonds propres et prennent en charge ces patients, dont en grande partie des patients bruxellois. Mais est-il normal que ces patients soient véhiculés à 50 ou 100 km de leur lieu de vie, que leurs parents, leurs familles doivent effectuer, voire des centaines de kilomètres, vu les allers-retours, pour leur rendre visite, alors que l'on prône les soins de proximité? C'est dans ce contexte, et avec ce souhait d'avoir enfin une unité hospitalière à Bruxelles, que j'ai contacté le président du conseil d'administration de l'institution Jean Titeka, et que j'ai également sollicité la direction générale, la direction médicale et mes confrères y exerçant. Je dirais que c'est avec facilité que je les ai convaincus de la nécessité de ne pas oublier les patients présentant un handicap mental et une maladie mentale surajoutée. C'est pourquoi, avec leur aide, c'est plutôt eux qui ont pu mettre sur pied, en collaboration avec le SPF Santé publique, la première CMI Maya à Bruxelles, et d'autre part, dans un second temps, avec la collaboration de nos collègues du Nord et du Sud de la Belgique, nous travaillons à un projet double diagnostic pour Bruxelles-Capitale, en espérant qu'il puisse s'étendre dans toutes les conditions, de la même façon, en Flandre comme en Wallonie. Je cède la parole à Pierre Titeka. Merci Evelyne. Je voudrais tout d'abord te remercier toi, le docteur Battens, Madame Rossian et Monsieur Meyer, que j'ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises pour l'enthousiasme et l'énergie sans faille que vous mobilisez.
pour toutes ces personnes en souffrance qui nécessitent dès que possible des soins spécifiques à leur situation de santé. Je voudrais également remercier le sénateur Dubus pour cette très belle initiative qu'est le colloque d'aujourd'hui et qu'il a piloté. Interpellé, sensibilisé par la détresse de ses patients, la répétition de drames pour les familles, par le nombre grandissant de ces situations catastrophiques, il m'a semblé évident de vous rejoindre dans le challenge relevé par le groupe de travail double diagnostic créé au sein de l'ANAM, l'Association nationale d'aide aux handicapés mentaux, et d'être un partenaire pour la création d'une unité hospitalière spécifique susceptible d'accueillir à Bruxelles-Capitale ces patients, tant néerlandophones que francophones, lorsqu'ils sont en décompensation sévère. Comme l'a dit Evelyne, fort de notre longue expérience, reconnue non seulement au niveau du secteur des soins, mais aussi celui de la justice, nous avons développé tant des initiatives propres, telles les unités d'admission et de réinsertion sociale pour les personnes contraintes aux soins par la loi du 26 juin 90 et l'unité pour DIAD Mère Bébé, que participer à divers projets pilotes lancés par le SPF Santé publique. Unité PTCA pour patients présentant des troubles du comportement et agressivité, unité de défense sociale, unité pour adolescents délinquants avec troubles psychiatriques et dernièrement à la réforme des soins en santé mentale avec le développement du projet 107 Bruxelles-Est en collaboration avec les cliniques universitaires Saint-Luc, projet qui se développe avec plus de 80 partenaires du réseau ambulatoire et résidentiel dans la même perspective de réseau explicitée par Pierre-René Glibert. Il est de notre devoir, je dirais même de notre mission, à nous professionnels de la santé et à vous, responsables politiques, de continuer à développer ensemble des projets innovants ayant pour objectif de favoriser l'intégration des patients dans leur milieu de vie et dans un réseau de soins, quelle que soit leur problématique. Il m'a été proposé de parler de l'enjeu de la mise sur pied d'une unité double diagnostic à Bruxelles-Capitale. J'ai pris le parti de relever ce qui me semble essentiel non seulement pour ma région, mais qui l'est tout autant pour la Flandre et la Wallonie. Le double diagnostic est un défi de taille. En effet, plus de 3% de la population générale présente une déficience intellectuelle, dont environ 40% souffrent d'une maladie mentale surajoutée. Cela équivaut en Belgique à une population d'environ 110 000 habitants. Hormis les CMI pour le suivi ambulatoire et les quelques initiatives hospitalières, telles l'unité du Dr Battens, qui accueille d'ailleurs un tiers de patients bruxellois, il n'y a aucune initiative propre liée au double diagnostic. Le manque de prise en charge spécifique est donc criant. Le travail de partenariat en réseau, qu'il relève du handicap mental ou de la santé mentale, est déjà en soi un défi. Et se trouver à l'interface de ces deux réseaux complexifie encore la situation. Sans compter les différents niveaux politiques, fédéral, régional, communautaire, comme l'a très justement précisé Johan de Groof lors de son exposé. Quelle est la situation actuelle ? Dès lors que tout a été tenté en ambulatoire, dans les situations de décompensation durant lesquelles des troubles du comportement, voire de l'agressivité émergent, les familles commencent un long combat. Dans le meilleur des cas, une place est trouvée à un hôpital psychiatrique court séjour, où les patients double diagnostic constituent 10% des patients. Ou alors en unité psychiatrique long séjour, où ils constituent là 20 à 30% des patients selon une étude du KCE. Le seul recours est le plus souvent l'appel aux forces de l'ordre malheureusement et ou au placement judiciaire, lequel est bien vite levé, faute de capacité de l'institution désignée à faire face à la problématique de soins ou parce que le double diagnostic n'est tout simplement pas considéré comme un critère suffisant au regard de la loi du 26 juin 90. Le modèle de la réforme des soins en santé mentale, dit projet 107, est une source fondamentale d'inspiration permettant de relever ce défi. Cette réforme, concrétisée sur le terrain en 2011, identifie 5 grandes fonctions au sein d'un réseau de soins. La fonction F1. Il s'agit des services de première ligne, notamment les services de santé mentale, de même que les médecins généralistes. La fonction F2.
Cette fonction est divisée en deux parties, F2A pour les équipes mobiles intervenant en situation de crise et F2B pour les équipes mobiles de suivi au domicile. La fonction F3, elle rassemble les équipes de réhabilitation travaillant à la réinsertion et à l'inclusion sociale. Fonction F4, elle inclut les services psychiatriques en hôpital qui assurent une prise en charge intensive. Fonction F5, elle regroupe les structures résidentielles telles les initiatives d'habitation protégée et les maisons de soins psychiatriques. Les différents acteurs concernés travaillent en réseau avec le patient au centre de l'intervention et en collaboration avec les familles, voire des professionnels d'autres secteurs, notamment social, administratif, judiciaire. Un coordinateur fait lien au sein du réseau et entre le réseau et le SPF Santé publique. Jusqu'au mois de novembre dernier, aucune de ces fonctions n'était spécifiquement couverte pour le double diagnostic à Bruxelles-Capitale. Bien sûr, certains acteurs du secteur du handicap et du secteur des soins en santé mentale, comme d'autres l'ont noté, font de leur mieux pour accueillir des patients, mais il leur est difficile de pallier à un manque de formation et d'expérience. Il y a donc des chaînons manquants. Suite à la volonté commune du SPF Santé publique et de notre hôpital agréé par la COCOM de développer une cellule mobile d'intervention pour le double diagnostic à Bruxelles, nous avons signé la convention CMI, déjà d'application en Flandre et en Wallonie, assurant le subside de 2 équivalents temps plein, et de là la création de l'équipe mobile Maya. La fonction F2 est donc couverte, même si les défis à relever et le nombre de situations cliniques à suivre risque d'être rapidement trop nombreux pour cette petite équipe. Un des rôles primordiaux que les CMI seront amenés à jouer est de servir de soutien, de support, de faire du coaching des équipes des fonctions F1, F3 et F5, qui sont actuellement dépassées par le suivi des patients double diagnostic. Il sera donc utile, si pas indispensable, de renforcer à terme le staff de ces CMI. Quant à la fonction F4, il devient urgent de la développer. Il n'est pas normal que des hôpitaux doivent faire face seuls, sur fonds propres, aux défaillances de notre système de soins à l'égard de patients présentant un double diagnostic. Ces défaillances ont une autre conséquence directe. En l'absence de place, ces patients qui se retrouvent pour certains sous statut de défense sociale, souvent pour des délits mineurs, restent en prison faute d'alternative. Ils sont les oubliés des oubliés. Il y a au moins 2 sources d'inspiration possibles en termes de financement. L'article 107 de la loi sur les hôpitaux. Celui-ci permet aux hôpitaux de geler et non de fermer des lits psychiatriques index T, dont le financement, complété par une intervention financière supplémentaire du SPF Santé publique, est ainsi injecté dans des initiatives ambulatoires telles que la CMI. Il y aurait lieu de tenir compte de la différence de programmation de ces lits index T entre les 3 régions du pays pour qu'une solution la plus équitable possible soit trouvée. Deuxième source d'inspiration, le PTCA, passé de projet pilote à unité agréée. Un upgrade en personnel de lits index T existants a été réalisé pour atteindre le nouvel index récemment créé, IB-PTCA. En parallèle, une convention entre le SPF Santé publique et les institutions psychiatriques signataires permet notamment de cadrer les missions, les critères d'inclusion, le développement de programmes de soins spécifiques et la durée des séjours notamment. Chacune de ces 2 propositions permettrait de répartir l'effort entre les institutions de soins et le SPF Santé publique. Je conclurai en ayant une pensée pour les familles des personnes souffrant de double diagnostic, en citant un homme qui a marqué notre histoire et qui a dit ceci. J'en ai retenu qu'on mesurait le caractère d'un homme à son comportement dans l'adversité et qu'un héros ne pliait jamais, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Mesdames, Messieurs les parlementaires, sachez que nos héros, ces familles, sont à bout de souffle. Puisse Nelson Mandela nous inspirer tous en ce 11 du 12 du 13, pour qu'en 2014, bien évidemment, des soins appropriés comme exigence de dignité soient effectifs. Merci de votre attention.